Il y a de tout dans ces soviets, ça discute. Au début, ça discute uniquement de conditions de travail. Marc Ferro cite par exemple pas mal de cas où les militants mencheviks ou bolcheviks se pointent pour essayer de dire il faut parler politique, etc. Ils se font laminer en disant on n'est pas là pour ça, on est là parce qu'on veut la journée de 8 heures, on veut augmentation de salaire, on veut des meilleures conditions de travail, et puis c'est tout. Voilà. Mais comme le gouvernement ne répond pas, comme les patrons ne répondent pas non plus, le mouvement se politise. Je n'en crois pas mes yeux. Et là, les partis politiques essayent de se, déterminer par rapport justement à ces formes qu'ils ne connaissent pas. Et puis les ouvriers n'ont jamais connu la Commune de Paris, ils n'ont jamais connu l'organisation. C'est des jeunes travailleurs d'origine paysanne qui effectivement n'ont pas de culture politique. Alors donc les partis politiques envoient des gens. Alors les trois partis ont des politiques différentes. Le parti menchevique, lui, s'est beaucoup investi et a dirigé pas mal de soviets en 1905. Hein. Et les mencheviks sont sur le terrain de dire, bon, les soviets, c'est une forme d'auto-organisation de la classe où la classe ouvrière fait son expérience. Mais le but, c'est de créer des syndicats. Donc il faut créer des syndicats. Les soviets, bon, c'est provisoire, on comprend, mais il faut que les travailleurs apprennent à créer des syndicats parce qu'il faut maintenant faire pression sur le capital et en attendant que la bourgeoisie fasse sa révolution. On appliquait ce qu'on appelle le schéma marxiste classique où il doit y avoir la révolution bourgeoise puis la révolution prolétarienne. Même Marx, il avait refusé, il avait renoncé à ce schéma d'ailleurs, mais enfin bon, voilà. Donc les mencheviks essayaient de dire on va créer des syndicats. D'ailleurs, ils en ont créé un très puissant dans les chemins de fer, effectivement. Et les socialistes révolutionnaires sont sur un autre terrain. Eux, ils disent il faut retourner à la terre, il faut aider les paysans à faire leur révolution. Donc les soviets devraient envoyer des délégués dans les campagnes pour faire cette fameuse révolution paysanne communautaire qui va régénérer la Russie. Alors, les bolcheviks, c'est plus compliqué parce que ils ont une position un peu semblable à celle des mencheviks, mais eux, ils disent que ce n'est pas le problème de syndicat, c'est le problème du parti. Il faut créer un parti. Lénine venait d'écrire Que faire. Il y avait la scission justement sur la définition du parti entre les mencheviks et les bolcheviks. Et la position des bolcheviks, c'était de dire il faut construire un parti centralisé de révolutionnaires professionnels et on va se servir des soviets pour ça. Et d'ailleurs, c'était très marrant puisqu'il y a eu des délégués bolcheviks qui se sont fait virer parce qu'ils sont allés dans les soviets en disant maintenant il faut voter le programme du parti bolchevique. Et même Lénine dit ils sont fous. Il y a un texte de Lénine contre les mecs qui sont allés comme ça face aux travailleurs pour leur dire voilà ce qu'il faut faire. Bon, ok. Alors, il y a eu deux étapes dans cette révolution de 1905. Cette première étape qui commence, disons, en mai, où se couche de soviets, et puis surtout la grève générale d'octobre. La paix a été signée avec le Japon. En octobre, grève générale à Saint-Pétersbourg, à Moscou, tout ça. Création du soviet de Saint-Pétersbourg, dont le premier président, Khrouchtchev-Nochar, mais grosso modo, il était sous l'influence de deux théoriciens, un jeune qui s'appelait Trotsky, qui avait 26 ans, et un Allemand qui était là, qui s'appelait Alphand, dont le surnom était Parvus. Donc qui avait commencé à théoriser justement sur la transformation de la révolution bourgeoise en révolution prolétarienne. Donc la révolution permanente, disons, telle qu'elle apparaissait dans les textes de Marx en 1851 et surtout après la Commune de Paris. Donc voilà. Et quand Khrouchtchev-Nochar est arrêté, en décembre, il a été remplacé à la présidence du Soviet de Saint-Pétersbourg par Trotsky, qui est arrêté à son tour en voyant déportation. Donc en janvier 1906, répression totale de tous les soviets. Ils sont écrasés, emprisonnés, envoyés en déportation, etc. Donc le mouvement s'éteint de lui-même pour deux raisons. La première, c'est l'opération policière forte. Et deuxième,
après la paix avec le Japon, l'économie russe repart. Et donc, de nouveau, ils peuvent accorder quelques petits salaires aux ouvriers, etc. Donc, de 1906 à 1912, reprise économique et calme à peu près complet. C'est en 1912 que les grèves recommencent, parce qu'il y a des difficultés en Russie, bon, je ne me rappelle plus lesquelles. Et là, de nouveau, ça recommence. Donc le parti bolchevique et le parti menchevique sont maintenant séparés complètement. Voilà. Lénine est réfugié en Suisse, Trotsky à Paris, je crois, à l'époque, et éclate la guerre. Bon. Les rivalités impérialistes, l'Allemagne d'un côté, l'Allemagne, l'Autriche, l'Autriche d'un côté, la Russie, la France de l'autre, l'histoire des Balkans. Bon, j'avais oublié de dire que la Russie avait aussi beaucoup d'intérêt dans les Balkans. C'est pas seulement le problème du slavisme, mais c'est un problème de rivalité entre l'Autriche-Hongrie et la Russie. Donc les Serbes fomentent des complots, etc. Il y a l'assassinat de l'héritier d'Autriche-Hongrie à Sarajevo, et l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. La Russie défend la Serbie, la France aussi, donc la guerre est... Alors ce qu'il faut noter, l'important par rapport à cette histoire de soviet, c'est qu'en 1914, alors que le dernier discours de Jaurès, c'était de dire il faut se battre contre la guerre, grève générale contre la guerre, Jaurès est assassiné, et quand la guerre éclate, non seulement la deuxième internationale ne bouge pas, mais en plus, les députés allemands votent les crédits de guerre, les députés français votent les crédits de guerre, et toute l'internationale se lance dans la guerre. Sauf le parti bolchevique, qui refuse la guerre, une minorité de mencheviks autour de Martov qui crée la tendance des mencheviks internationalistes, le parti bulgare, qu'on appelait parti étroit, je ne sais pas pourquoi, et le parti socialiste italien, qui refuse la guerre. Ce sont les seuls partis socialistes qui refusent la guerre. Tous les autres l'acceptent. La guerre crée une situation nouvelle. Il y a ces fameuses conférences de Zimmerwald et de Tiental qui voient un début de rapprochement entre Trotsky et les bolcheviks. Et d'ailleurs, Lénine, en janvier 1917, fait une conférence devant les étudiants de Berne, en Suisse, non, de Berne, en Suisse, et où il leur dit « Moi, j'ai 48 ans, je ne verrai pas la révolution, mais vous la verrez. » Et un mois après, hop, c'est la révolution qui commence en Russie. La Russie est engagée dans une guerre de façon assez bizarre, parce que il faut dire que sur 3 souverains, le roi d'Angleterre, l'empereur d'Allemagne et le tsar, ils sont tous cousins germains. C'est-à-dire c'est les descendants de la reine Victoria. Donc c'est assez marrant de voir ça. Alors, donc, il faut bien penser que le tsar, il trafiquait sur des ventes d'armes, etc., avec des capitalistes allemands, alors qu'il était en guerre contre l'Allemagne. Bon, c'est ça. Mais surtout, la Russie n'était pas prête à assurer une guerre pareille. Et la situation, c'est que c'est une crise terrible en Russie. Les soldats, ils ne savent pas comment se battre. L'armée est très mal dirigée. L'alimentation n'arrive pas dans les grandes villes. Bon, il y a une catastrophe. Donc, grève de nouveau le 18 février, grève à l'usine Poutilov de Moscou. Le 23 février, les femmes, des dizaines de milliers de femmes défilent à Saint-Pétersbourg, qui s'appelle désormais Pétrograd, parce que Saint-Pétersbourg c'était trop allemand, donc on a changé le nom de Saint-Pétersbourg en Pétrograd. Donc, manifestation de femmes et des barricades, tout de suite pour soutenir ce truc. Le tsar envoie l'armée, et l'armée refuse de tirer. Non seulement ils ne tirent pas, mais même ils vont sur les barricades, ils font cause commune avec le... Il faut dire aussi c'est une armée de conscription, là. C'est des soldats, des fils de paysans, des choses comme ça. Et en 4 jours, le tsar démissionne. Alors, il est remplacé par un gouvernement provisoire qui est composé par les représentants de la Douma, la 3e Douma, dirigée par les cadets, Milyukov et Pskov. Et ce gouvernement est soutenu, disons, par le Parti socialiste révolutionnaire,
puisque Kerensky, qui est un des dirigeants du Parti socialiste révolutionnaire, est vice-président du Soviet de Petrograd, et en même temps, il rentre dans le gouvernement. Il est soutenu par les mencheviks, qui disent qu'il faut soutenir un gouvernement parce que ça va être un gouvernement bourgeois, donc il faut les aider à faire la révolution bourgeoise. Et il est soutenu par une partie de l'appareil bolchevique, en particulier Kamenev et Staline, qui décident de soutenir le gouvernement provisoire. Eux, ils sont à Moscou. D'accord. Sur le principe qu'il faut laisser se dérouler la révolution bourgeoise avant d'organiser la révolution prolétarienne. Voilà. C'est la fameuse théorie de la révolution par étapes. Alors, pour la petite histoire, le gouvernement provisoire s'installe dans le palais de Tauride, qui est un des palais de Saint-Pétersbourg, et dans l'autre moitié du palais de Tauride s'installe le nouveau soviet de Pétrograd. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que tout le monde va au soviet de Pétrograd, c'est des assemblées générales permanentes, tous les soirs il y a des discours, etc., et personne ne va au gouvernement. Et c'est intéressant dans la thèse de Marc Ferraud, c'est que lui, il a travaillé sur les archives, les milliers de télégrammes qui ont été envoyés par les milliers de soviets, de paysans, de soldats, d'entreprises, de trucs, qui ont envoyé des télégrammes, non pas au gouvernement provisoire, mais au soviet de Pétrograd. Oh. En disant voilà quelles sont les revendications. Bon, les revendications, en gros, ça tourne sur les heures de travail, les salaires, les conditions de travail, etc. Et les paysans, qu'est-ce qu'ils demandent, eux, c'est la paix et la terre. Voilà. Pendant ce temps, Lénine, qui était réfugié en Suisse, écrit un bouquin qui s'appelle L'État et la Révolution, qui a été vu par certains marxistes allemands en particulier comme un programme anarchiste, puisque Lénine dit que la question de l'État maintenant, c'est qu'il faut détruire l'État bourgeois. Il faut reprendre ce que disait Marx sur la Commune de Paris. Il ne s'agit pas de prendre d'assaut l'État, il ne s'agit pas de se faire élire à l'État, il s'agit de détruire l'État bourgeois. Et c'est la première fois que Lénine ouvre la perspective des conseils ouvriers, de façon théorique. C'est un texte assez intéressant. Il arrive à rentrer en Russie justement par l'intermédiaire de Parvus, qui a négocié avec le gouvernement allemand qu'il a pu traverser l'Allemagne par un train dit plombé, ce qui est faux d'ailleurs, pour regagner la Russie. Il débarque en avril à Saint-Pétersbourg. Et là, il fait un discours qui refroidit tout le monde, parce qu'il dit, bon, bah, maintenant, c'est bien gentil, mais le soutien au gouvernement provisoire, c'est une erreur politique. Il faut tout le pouvoir aux soviets, la paix immédiate et la terre aux paysans. Et son texte est voté au comité central du parti bolchevique, il est repoussé par 10 voix contre 2. Donc automatiquement, il lance un appel, je ne sais pas sur quelle presse, il lance un article en précisant bien ses thèses d'avril, en précisant bien ce qu'il veut, et en disant maintenant, si vous continuez à ne pas me voter la confiance, je crée un autre parti. Le parti bolchevique se réunit, ils discutent, et puis finalement, ils acceptent les thèses d'avril. Voilà. Trotsky rentre en Russie, au mois de mai. Après, il a fait pratiquement le tour du monde, puisqu'il a été expulsé de France, il a été expulsé de Barcelone, après il a été expulsé des États-Unis, et puis il s'était réfugié, il a été enfermé dans un camp au Canada. Il arrive à être libéré et rejoint donc Pétrograd, où finalement il adhère avec son groupe au parti bolchevique. Alors, le problème, c'est que les soviets sont amenés à pallier complètement à la déchéance de l'État russe. Le gouvernement provisoire ne s'en sort pas. Il est incapable de mener la guerre, il est incapable de ravitailler les villes, il est incapable d'assurer même le minimum qui est le nettoyage des grandes villes, etc. Et ça, c'est les conseils ouvriers qui se mettent à gérer le nettoyage, le ravitaillement, à s'entendre avec les conseils paysans pour avoir de quoi bouffer, etc. Il y a tout un système qu'on peut appeler un système de double pouvoir qui se crée, alors que les soviets, disons, sont dirigés par des mencheviks ou des socialistes révolutionnaires qui ne veulent pas du tout le pouvoir aux soviets, hein, mais c'est de fait. Bon. Et ce qui se passe, c'est que
les ouvriers sont de plus en plus mécontents, les soldats en ont marre de cette guerre qui est malmenée, qui les fait, c'est la chair à canon, etc. Donc les conseils de soldats sont extrêmement virulents. En général, c'est d'ailleurs le lien entre l'armée, entre le prolétariat et la paysannerie, puisque les soldats sont grosso modo paysans. On ne mobilise pas les ouvriers sont importants pour construire des armes, construire des bateaux, etc. Donc c'est les paysans qui sont mobilisés. Il y a ce rapport entre justement la classe ouvrière et les conseils des soviets de soldats sont les plus virulents au niveau des résolutions, etc. Et il se passe une chose, c'est que ce parti bolchevique qui était composé de quelques milliers d'adhérents en 1917 grossit parce qu'il a posé la question, la paix, la terre et tout le pouvoir aux soviets. Donc il y a un afflux d'adhésion, plusieurs centaines de milliers, ce qui pose d'ailleurs des problèmes d'organisation absolument incroyables, parce que les gens sont plus formés, ils ne sont pas formés à diriger un parti, etc. Il y a l'événement, c'est l'insurrection de juillet, où à Petrograd, il y a une insurrection qui, poussée un peu par les anarchistes pour prendre le pouvoir, et qui a été freinée par les bolcheviks, parce qu'ils disaient que ce n'était pas le moment, c'était pas prêt, mais les partis bolcheviks ont été quand même clandestins pendant 3 mois. Mais ensuite, surtout, le coup d'État de Kornilov. Kerensky, qui est le nouveau dirigeant du gouvernement provisoire, nomme un général qui s'appelle Kornilov à la direction de l'armée. Et Kornilov monte un coup d'État pour virer toute cette racaille socialiste, etc. Je n'en crois pas mes yeux. Max!